merci. Mais avant, je voudrais maintenir mon mot. L'application du système LMD dans notre pays a été de façon hasardeuse. L'application du système LMD dans notre pays a été hasardeuse. Même si ça a commencé en 2005, le résultat que ça a donné de 2009 à aujourd'hui peut nous amener à dire que c'est de façon hasardeuse que le système LMD a été appliqué dans notre pays. Et sur quoi le deuxième élément, dire que c'est hasardeux, justement? Quand je dis de façon hasardeuse, je veux dire que quand on veut trouver un nouveau système pour l'enseignement supérieur, il y a quand même des conditions à réunir avant d'appliquer ce système-là. Les conditions d'infrastructure, les conditions d'enseignants. Vous savez que, par exemple, à l'université de Ouagadougou, dans les universités publiques de Burkina Faso, lors des états généraux, il était dit qu'il y a un enseignant pour 111 étudiants. Ça, c'est de façon générale. À l'université de Kourou, il y avait un enseignant pour plus de 350 étudiants. Alors que les normes de l'UNESCO disent qu'il faut un enseignant pour 25 étudiants au minimum et 45 étudiants au maximum. Donc vous voyez que réellement, rien n'a été prévu avant l'application du système LMD. Donc vous voulez dire que le système LMD n'est pas du tout applicable aujourd'hui au Burkina Faso? Dans les conditions actuelles de Burkina Faso, le système LMD n'est pas applicable. C'est d'ailleurs pourquoi nous demandons sa suspension. Deuxième élément, en rapport donc avec les mouvements donc, de nos manifestations, je voudrais rappeler quelque chose. Un étudiant qui vient à l'université, lorsqu'il prend sa fiche et qu'il le remplit, il ne s'oriente pas dans une filière pour faire de la grève. Non. C'est les conditions matérielles d'existence qui l'amènent à poser ces problèmes sur le terrain. Voilà. Et donc, il faudrait même féliciter les étudiants parce que c'est grâce à ces luttes-là qu'il y a toujours un minimum d'enseignement supérieur pour les enfants du peuple. Parce que vous vous rappelez donc, en 2000, je rappelle, en 2000 par exemple, il y a eu ce qu'on appelle le système intra-extramuros. À quoi ça consistait? Ça dit que l'étudiant qui gagnait le bac n'avait plus accès automatiquement à l'université. Il devait faire un test. S'il échoue au test, il est extramuros, c'est-à-dire qu'il devait rester en fait, dans son village et le pouvoir promettait de lui envoyer des courriers par correspondance. Le pouvoir auquel les gens ont participé pendant 26 ans, ils ont sauté du bateau et qui nous promettent autre chose aujourd'hui. Donc, vous voyez, donc les étudiants ont dit que ce n'était pas correct et donc ils se sont battus. Et ça conduit donc à ce que le candidat du parlement disait à l'année invalidée. Mais est-ce que c'est les étudiants qui ont revendiqué l'année invalidée? C'est le pouvoir qui a invalidé l'année. Donc s'il y a un retard dans les universités publiques, je vais dire, ceux qui sont responsables de ce retard-là, ce sont les pouvoirs publics et non Justement, les M. Ouedraogo, on essaie de situer un peu les responsabilités avant d'avancer dans le débat. Il y a d'une part les étudiants, d'autre part les enseignants aussi, et la troisième partie se trouve être l'État. Finalement, qui a le plus de responsabilités dans le fait que le système éducatif, notamment l'enseignement supérieur, ne soit pas adéquat, ne soit pas approprié et ne réponde pas aux attentes à l'heure actuelle? Ok, merci. Moi, de prime abord, je dirais que le premier responsable, c'est l'État. Parce que quoi qu'il en soit, les moyens lui appartiennent, les étudiants et tout. Donc moi, je pense que le problème qui se pose, c'est un problème. Le problème est réel, certes, mais la responsabilité est partagée. Mais le plus grand responsable dans tout ça, moi, je trouve que c'est les gouvernants. Et pourtant, des aides sont allouées au Burkina Faso pour justement faire évoluer ce secteur de l'éducation. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'université de Ouagadougou, vous allez y faire un tour. Vous verrez que c'est vrai que peut-être qu'on est en train de construire des infrastructures, mais la réalité est qu'on construit, on construit par exemple un amphi qui est prévu, il y a 1000 étudiants sur place. Pendant ce temps, on est en train de construire un amphi pour 500 étudiants, un amphi de 500. Ou alors, on a plus de 1000 personnes et on est en train de construire des amphis de 1000. Alors qu'on a, et comme l'a dit le représentant du candidat du mouvement pour le progrès, le MPP, chaque année, le nombre de bacheliers augmente. Donc, en prévision, il faut construire des infrastructures qui vont répondre pour des besoins de au moins 5 ans, 10 ans. Mais si on construit alors que ça n'atteint même pas la capacité réelle actuelle, vous voyez quand même qu'il y a un problème. Voilà. Monsieur Ouaro, à écouter vos vis-à-vis, c'est qu'il y a eu tellement de problèmes qu'au fait, en 2000, en an 2000, on a dû invalider une année scolaire. Mais à partir de ce moment, on a pris d'autres résolutions. Mais comment se fait que depuis 2000, avec tout ce qui a été fait, on se retrouve encore aujourd'hui dans la situation que vous avez décrite en début d'émission? Oui, avant de répondre à cette question, ce que je voulais dire, c'est que vous avez ressorti en tant que le Burkina Faso reçoit pourtant des aides pour ce secteur. Non, il reçoit des aides pour l'éducation, mais pas pour l'enseignement supérieur. Justement parce que l'éducation nationale est inscrite comme priorité nationale. Et donc, les efforts des partenaires, les aides sont concentrés vers ce secteur de l'enseignement. C'est pour ça que nous proposons, et notre candidat s'engage, justement, s'il est élu, à proposer, à faire en sorte que l'enseignement supérieur soit inscrit comme priorité nationale pour qu'effectivement des appuis
des appuis de partenaires puissent aider à sortir donc, ce secteur. Ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, l'année invalidée est arrivée suite à un certain nombre de mouvements d'humeur, mais liés effectivement à des difficultés qui se présentaient. C'est comme je l'ai dit, moi je reconnais, comme l'a dit donc le représentant du candidat du parent, la responsabilité première de l'État dans ce que nous vivons aujourd'hui au niveau des différents secteurs de l'éducation nationale, comme par exemple l'enseignement supérieur, où les infrastructures n'ont pas suivi. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que même si on n'avait pas le système LMD, parce que le système LMD, effectivement, a commencé à être appliqué à partir de 2009, mais quand on l'appliquait, les universités, pour certaines, en tout cas comme l'université de Ouagadougou, connaissaient déjà des retards. Donc il y a effectivement un problème lié aux infrastructures, il y a un problème aussi lié à la gestion des ressources humaines. Comme l'a dit donc comme ça a été présenté par un étudiant lors donc de la présentation qui a été faite à la télé. Et ça, c'est le rôle de l'État aussi, de pouvoir prendre des textes pour encadrer donc la gestion du personnel enseignant et de pouvoir le faire appliquer. C'est son rôle aussi de prendre des textes, par exemple des textes liés aux franchises universitaires, et de les faire appliquer. Parce que lorsque vous prenez des textes sur les franchises universitaires et puis il est proscrit dans ces textes-là un certain nombre de comportements liés à certains comportements d'étudiants et qu'on n'arrive pas à les appliquer, c'est la responsabilité de l'État. Mais c'est vrai que les autres acteurs comme les enseignants et les étudiants ont leur part de responsabilité dans ce qui arrive. Donc la vraie difficulté que nous avons au niveau de l'enseignement supérieur, c'est la question effectivement des infrastructures, la question des ressources humaines. Et si ces questions ne sont pas résolues, quel que soit le système, effectivement, on va y retomber. Et le fait qu'on ait invalidé l'année en 2000, on est revenu avec justement un doublement d'effectifs au niveau des nouveaux bacheliers. Et c'est ce que j'ai développé tantôt en disant que la proposition qui consiste à fermer les universités après les élections pendant 2 ans et revenir est une solution vous l'avez dit, ingérable. effectivement, ce n'est pas la bonne solution. Alors, Monsieur Ouedraogo, la coalition nationale pour l'éducation est revenue sur la part de l'éducation dans le budget de l'État. Va jusqu'à dire qu'il faudrait que cette part-là soit à hauteur de 25%. Oui. Quelle est votre opinion à ce propos ? Bon, en ce qui nous concerne et au niveau du parti de la Renaissance nationale aux parents, nous estimons que, étant donné que l'éducation, la formation des hommes qui vont être nos leaders de demain doit être une priorité, nous estimons qu'au moins, si nous ne pouvons pas, de nos jours, nous ne pouvons pas atteindre les 25% du budget alloué à ce secteur, nous nous engageons à aller au moins à 20%, ce qui n'est pas fait actuellement. Et progressivement, nous estimons qu'on peut aller au-delà. Voilà, cela dépend de ce que nous allons pouvoir engranger par la suite. Mais en attendant, nous estimons que jusqu'à 20%, nous estimons que 20% de notre budget s'acceptera pour l'éducation. Monsieur Bado, on a pointé du doigt l'État tout à l'heure en disant que l'État est le premier responsable de cette chose. Mais apparemment, l'État n'a pas croisé les bras puisque pour redonner un nouveau souffle à l'école burkinabé, on a organisé en 2013 les États généraux de l'éducation. Depuis 2013 à aujourd'hui, par rapport aux États généraux et par rapport aux décisions qui ont été prises lors de ces assises, qu'est-ce qui a changé selon vous? Rien pratiquement n'a changé. Et il faut le rappeler, dans notre pays, nos autorités sont très fortes en organisation de forats. Si c'est les forats qui pouvaient résoudre les problèmes des universités, je vous assure qu'à l'étape actuelle, on n'en serait pas à ces problèmes-là. Effectivement, il y a eu les états généraux de l'enseignement supérieur. Il y a ces états généraux, la problématique d'inscrire l'enseignement supérieur en tant que priorité nationale a été débattue. Et je pense que ça faisait même partie des points consensuels des états généraux. Mais de mon point de vue, c'est-à-dire que l'enseignement supérieur, l'enseignement de façon générale, l'enseignement supérieur d'un pays, c'est-à-dire que ça a un lien avec la priorité et j'allais dire, c'est une priorité nationale de fait. Voilà. Vous souhaitez effectivement qu'il y ait un ministère, par exemple, de l'enseignement supérieur qui soit créé? Il y a déjà un ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Ce que vous préconisiez justement. Non, ce que nous préconisons, c'est au niveau de l'éducation nationale, du préscolaire jusqu'en terminale, la création d'un ministère qui sera chargé de gérer le préscolaire, le primaire, le post-primaire et le secondaire. Parce qu'actuellement, nous avons un ministère qui gère le préscolaire, le primaire, le post-primaire et un ministère qui gère le secondaire, seconde à terminale, le supérieur. Et ça, c'est pas bon parce que les enseignants du secondaire et du post-primaire se mélangent et ça pose un problème sérieux. Donc vous voulez scinder ça en deux? Non, nous voulons justement que l'enseignement secondaire sorte du ministère de l'enseignement supérieur et qu'il soit confié au ministère qui gère le poste primaire. C'est ce que nous avons dit et nous souhaitons que ce soit inscrit comme priorité nationale. D'accord. Alors l'enseignement supérieur. Donc, voilà. Je reviens sur ce que je disais. En fait, dans un pays responsable, l'éducation est une question de souveraineté nationale.
Voilà, lorsque vous entendez des gens vous dire qu'on va faire appel aux partenaires techniques et financiers pour voir comment notre éducation, ça veut dire déjà, ça traduit déjà le chaos dans lequel vous êtes. Parce que la situation de crise dans laquelle notre éducation est tombée, elle date depuis 1990. Et 1990, c'est l'application des programmes d'ajustement structurel. C'est depuis cette date donc que notre État, progressivement, s'est désengagé donc de l'enseignement de façon générale et de l'enseignement supérieur de façon particulière. Donc, si on veut réellement donner un visage humain à notre enseignement, si on veut que notre enseignement produise les fruits dont nous souhaitons qu'elle produise, c'est véritablement que ceux qui prennent le pouvoir prennent l'engagement de rompre avec le programme d'ajustement structurel. Malheureusement, vous lisez l'ensemble des programmes, aucun effectivement des candidats ne se propose donc de rompre avec les programmes d'ajustement structurel qu'on appelle aujourd'hui pompeusement stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Donc c'est une question de souveraineté nationale. Et deuxième élément, ça c'est vraiment un problème structurel, mais les questions conjoncturelles, c'est comme nous l'avons dit, les questions d'application hasardeuse du système LMD et du continuum. À l'étape actuelle, il faut que les gens prennent l'engagement de suspendre effectivement ces systèmes-là, de réunir les conditions avant de revenir. Sinon, c'est toute une génération d'élèves et d'étudiants qu'on massacre. Monsieur Ouedraogo, Monsieur Badou disait tout à l'heure que depuis 2013, on a organisé les états généraux, rien n'a changé. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en fait? C'est la volonté politique qui ne s'est pas manifestée ou bien c'est les moyens qui ont fait défaut? Parce que si le même État qui a pris sur lui d'organiser les états généraux, ce n'est pas pour ranger les résolutions dans le tiroir. Bon, moi, à mon humble avis, je dirais que ça doit être probablement les deux qui ont manqué, la volonté politique et peut-être le manque de moyens. Mais je dirais beaucoup plus le manque de la volonté politique parce que il y a eu d'autres choses qu'on a eu à réaliser après les États généraux. Et d'ailleurs, quand on s'est engagé à faire les États généraux, c'est dans l'intention de résoudre le problème qui sera dégagé. Mais malheureusement, si le problème n'a pas été résolu, bon, peut-être soit il n'y avait pas les moyens, soit alors on n'a pas fait une bonne planification avant de faire ces états généraux. Professeur Ouareau, M. Badou semble dire qu'effectivement, dans les programmes des différents candidats qui sont proposés, burkinabé, il n'y a pas cette rupture avec les programmes, notamment vous disiez le programme d'ajustement structurel. Est-ce que vous êtes à même de me démontrer le contraire sur ce plateau? Pour moi, ce que je voudrais dire, c'est que le Burkina Faso fait partie, même si c'est un pays souverain, c'est tout à fait juste, il fait partie quand même des regroupements régionaux et internationaux, d'abord sous-régionaux. Donc c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et ensuite la CEDEAO et au-delà. Et pour ce qui est de l'enseignement supérieur, nous faisons partie donc de ce que nous appelons le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Donc nous travaillons justement avec donc, ces structures-là qui sont des partenaires avec lesquels nous souhaitons effectivement développer notre enseignement supérieur. C'est vrai qu'il a parlé tout de suite de la SCAD, mais une évaluation de la SCAD en principe sera faite. Et lorsqu'elle est faite, même on tirera des enseignements et puis on verra dans quelle direction y aller. Mais je ne peux pas dire tout de suite, et notre candidat ne dira pas tout de suite, bon, dès que j'arrive, je vais rompre avec les institutions internationales, je vais faire ceci. Le Burkina Faso ne peut pas vivre en vase clos. Ça, c'est totalement illusoire et je dirais irresponsable. Maintenant, c'est pour cela que nous proposons des alternatives. Suspendre le système LMD, suspendre le continuum. J'ai dit, il faut faire attention. Et au niveau du continuum, le Burkina Faso s'est engagé dans un certain nombre d'actions. D'abord, les objectifs du millénaire pour le développement, donc l'éducation pour tous et tout. Ce qu'il a engagé à aller vers le continuum. On ne peut pas venir tous et dire on arrête, non. C'est une évaluation. Notre candidat s'engage à faire une évaluation du continuum, mais à continuer d'investir pour que les choses continuent. C'est pour ça que nous avons dit, par exemple, pour ce qui est de l'enseignement supérieur, ce que nous proposons, c'est qu'au-delà de ce que les gens racontent, parce qu'on a 30 000 bacheliers cette année, qu'on le veuille ou pas, ils sont là. On n'a pas assez d'infrastructures. Même si aujourd'hui on nous donne 500 milliards, en un mois on ne peut pas construire des infrastructures pour accueillir ces 30 000. Il faut être réaliste. Il ne faut pas être... Donc nous, ce que nous proposons, c'est de faire donc contribuer l'ensemble des acteurs, et dont le privé national. Parce que ce qu'il raconte n'est pas vrai. Nous, dans notre programme, le candidat s'engage, par exemple, à faire en sorte, et ça se développe en Côte d'Ivoire et au Sénégal, à faire en sorte que l'enseignement supérieur privé puisse contribuer à soulager l'enseignement supérieur public par l'orientation d'un certain nombre de bacheliers. C'est très timide. On a autour de 300 qui sont orientés. Nous, on souhaiterait effectivement à terme qu'on puisse arriver à 10 000, 15 000. En Côte d'Ivoire, cette année, ils ont orienté 50 000 bacheliers dans l'enseignement supérieur privé. Mais l'enseignement supérieur privé qui a fait l'objet
donc de l'assurance qualité à travers le CAMES. Et nous avons un certain nombre d'universités privées, d'institutions d'enseignement supérieur privées, effectivement, qui devraient pouvoir contribuer à cela, à la charge de l'État.